Damien Chalet, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à l'EPFL où vous enseignez dans un cours de finance et big data qui a été mis en place ces dernières années. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment le big data transforme la finance? Alors, si on revient en arrière 30 ans, à l'époque, la plupart des gens ne considéraient pas comme intéressant les données haute fréquence, ce qui fait qu'ils se basaient sur des données mensuelles, hebdomadaires ou journalières. Et puis, avec le temps, les moyens informatiques ont bien évolué, et donc on a pu commencer à stocker et à analyser ces données. Et donc ensuite, la question c'est qu'en faire? Et ce n'est que récemment en fait, que les moyens informatiques ont été suffisants pour dire quelque chose. Alors, l'influence est claire, c'est qu'en principe, on peut supposer qu'il y a plus d'informations dans les données haute fréquence, et donc que si on est capable d'exploiter cette information, on obtiendra plus d'informations, des estimations de risque et de rendement plus précis. Donc, ça veut dire que la transformation a été principalement de l'ordre computationnel, avec des gros investissements d'ordinateurs en capacité de calcul et de stockage. Pas pour tout le monde, il existe encore des gens qui utilisent Excel pour faire de l'allocation de portefeuille, mais j'espère que ce sera bientôt terminé. L'autre évolution qui est très importante, c'est les progrès en statistique pour faire face à ce déluge de données. Il faut quand même préciser que les progrès ont été meilleurs pour ce qui est de l'analyse d'image que pour ce qui est de l'analyse en finance. Pour deux raisons. C'est que la finance est très spécifique en cela qu'elle est totalement non stationnaire. Autrement dit, si on calibre un modèle, on est obligé de le recalibrer toujours pour qu'il reste à jour. Alors que les chiens, globalement, gardent leur même forme au cours des siècles et au cours des jours, tandis qu'en finance, on ne peut jamais faire confiance à une calibration. Donc le problème du big data en finance est beaucoup plus complexe, à mon avis, que dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. En fait. Et dans ce cadre, vous avez aussi travaillé sur la prise en compte des données, ce qu'on appelle alternatives dans la finance. Alors c'est un petit peu un trend assez fort en ce moment. Donc quand on parle de données alternatives, c'est plutôt tout ce qui n'est pas données purement financières. Donc ça peut être, je crois que vous avez travaillé sur Google Trends par exemple. Ça peut être des données satellitaires pour le marché immobilier ou des données tout simplement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que la prise en compte de ces données améliore sensiblement la gestion ou la finance de manière générale, ou qu'il faut vraiment les prendre avec parcimonie? D'une façon générale, au-delà donc de l'investissement et de la gestion d'actifs, ces données diminuent les surprises. Autrement dit, c'est quelque chose qui a été nommé le nowcasting, ce qui est assez rigolo. Supposons qu'une quantité soit annoncée comme je sais pas, les revenus d'une société soient annoncés tous les 3 mois. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de diminuer la surprise qu'on pourrait avoir par rapport aux résultats de cette société? L'analyse de données satellites, par exemple du nombre de voitures et de la durée de parking sur les parkings de ces sociétés peut diminuer les surprises d'annonces. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait utile, c'est tout à fait utilisé, et ça remplace par exemple les sondages que faisaient les hedge funds à la sortie des supermarchés américains, où ils demandaient aux gens pour combien ils avaient acheté, ce qu'il y avait dans leur chariot, des choses comme ça. Pour ce qui est de la prédiction financière, et c'est là en fait où j'ai travaillé, je n'ai pas été très impressionné, et en tant qu'éditeur d'un journal en particulier, je n'ai pas encore accepté d'articles qui en parlent. Il y a 2 écueils principaux. Le premier, c'est que l'obtention de ces données n'est pas forcément constant et pas forcément facile et pas garantie. Donc ça pose un risque opérationnel très fort. Le deuxième problème, c'est que tout point de données doit avoir 2 temps, le temps de récolte et le temps d'utilisation. Malheureusement, si on fait appel à une société qui a préanalysé des données, on perd une grande partie du contrôle sur le processus de collecte et de filtrage des données. Je vous donne un exemple. On pourrait se dire qu'on pourrait s'abonner à une analyse automatique de sentiments, de tweets, d'experts financiers qu'une société pourrait vendre. Le problème, c'est la façon dont cette société aurait sélectionné les experts et dont elle aurait calibré le sentiment. Donc l'influence de leurs sentiments sur le marché. Le problème, c'est que là, souvent, une société va dire j'ai choisi un ensemble fixe de gens qui tweetent. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle les aura choisis? Parce que dans le passé, c'était ce qui était le mieux. Mais il n'y a aucune raison que ça reste comme ceci. Donc souvent, il y a ce qui s'appelle de l'overfitting ou du suréchantillonnage ou du surapprentissage
dans les données qu'on propose. Le même problème se pose quand on analyse ces données, et c'est ce qui m'a fait, en fait, c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à ces données. De façon assez surprenante, dans les articles de la littérature, les auteurs supposaient qu'il y avait une relation unique et fixe entre, par exemple, un plus grand intérêt de recherche sur Google pour une société et l'évolution du prix. Or, il n'y a aucune raison qu'une augmentation du nombre de recherches sur Google pour une société de données corresponde à une bonne nouvelle en permanence ou à une mauvaise nouvelle en permanence. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Damien Chalais. Je vous en prie.